Bonsoir mes amis, continuons mon épopée picturale. Je retourne au Brésil, à São Paulo, et allez voir la galerie Aponte. Là, le galériste, très gêné, me dit qu'il ne pouvait plus m'exposer, alors que nos échanges de courrier disaient le contraire. La raison en était qu'il avait déniché un nom célèbre, qui allait propulser sa petite galerie au niveau des plus grandes. Picasso venait de mourir, et il avait déniché Paloma Picasso, sa fille, qui exposa des dessins très inspirés de son père. J'ai assisté au vernissage, qui eut un grand succès, un peu maussade et déprimé, car je perdais un an de travail. Mais ce qui apparaissait comme une catastrophe fut une chance que le destin m'offrit. Au lieu de peindre à la manière de Vasarely dans une perspective commerciale, j'allais pouvoir m'exprimer librement dans cet art auquel j'avais pris goût. J'avais fait la connaissance de Charlotte, petite teinturière du 19e arrondissement à Paris. Elle était venue au Brésil pour réaliser l'héritage de sa mère, qui avait été une grande aventurière, ce qui n'était pas le cas de Charlotte. Elle m'hébergeait de temps en temps. Le monsieur qui s'occupait de ses intérêts s'appelait João Penteado, d'une grande famille très riche. Il possédait entre autres une grande maison en 2 niveaux, autour d'un patio triangulaire qu'il n'occupait pas pour le moment. Il avait l'intention de refaire toute la décoration et en attendant, il avait loué 2 appartements sur le même palier de 400 mètres carrés chacun dans un autre quartier. Je le rencontrai. Il était charmé de parler français, comme tout le monde de la bonne société, et ravi de rencontrer un artiste parisien. Fort de mon expérience de marchand de tableaux, je lui proposai d'organiser une exposition d'un soir dans sa maison vide. Il accepta immédiatement, mais à la condition que je règle les dépenses du cocktail qu'il se chargerait d'organiser. Confiant dans ma bonne étoile, j'acceptai, en me disant que dans le pire des cas, il pourrait faire face à la dépense. Sur son nom célèbre à São Paulo, j'obtins des articles dans la presse et on m'interviewa sur une chaîne de télé. Le soir de l'exposition, le temps était pluvieux, et alors que tout était prêt, les serveurs du traiteur en place, on craignait que les gens ne viennent pas. Puis, tout à coup, les invités arrivèrent par vagues, ce fut un triomphe. Tout ce qui comptait dans l'état de São Paulo était présent, y compris le gouverneur. Ça ne me faisait aucun effet, ne connaissant personne. Dans la semaine qui suivit, Jean passa quelques coups de fil à ses amis, et on vendit finalement 20 tableaux à des prix qui n'étaient pas ceux d'un jeune débutant après seulement 1 an de peinture. Après avoir réglé tous les frais, j'avais les poches pleines de cruzeiros, la monnaie brésilienne de l'époque. Je me suis dit, ouh là là, c'est bien la peinture pour gagner sa vie. Je vais donc continuer. J'étais comme un poisson qui a mordu à l'hameçon du destin. C'est donc bien grâce à Picasso, involontairement de sa part, que j'ai pu me lancer dans cette aventure. Longtemps après, quand mes cheveux m'ont déserté, on m'a dit plusieurs fois que j'avais un air de ressemblance avec lui, mais en plus fin. Je suis du signe Scorpion, comme lui, et je porte souvent, depuis les Beaux-Arts, un maillot de marin. Mais il disait de lui-même qu'il est un destructeur de l'art conventionnel, alors que je me sens constructeur, comme l'architecte que je n'ai pas cessé d'être intérieurement. À propos des Beaux-Arts, c'était un nom magique pour les jeunes, mais inquiétant pour les parents, tant la réputation de fêtard donnait à penser qu'on n'y faisait pas grand-chose, ce qui était faux. On pouvait travailler très sérieusement tout en faisant des fêtes mémorables. Je me retrouvais devant la porte de l'atelier Zavaroni, un des plus réputés, avec mon copain Alain, dont un oncle était architecte et qui l'avait conseillé sur le choix de l'atelier, assez inquiet sur ce qui nous attendait. Nous n'étions plus dans des cours avec des horaires bien établis, mais dans un atelier où tous les niveaux se mélangeaient. Nous n'avions pas un professeur, mais un patron, qui s'exprimait au milieu du groupe d'élèves, tous debout autour de lui. Il n'était pas question de l'interrompre, et on ne pouvait dire que « oui, patron, bien patron ». Si on n'avait pas compris son enseignement assez obscur, il ne nous restait plus qu'à demander à d'autres élèves ou des anciens de nous éclairer. Il nous disait qu'il fallait une vie entière pour être complètement architecte.
et qu'un homme véritable devait être capable de pleurer d'émotion devant la splendeur du Parthénon à Athènes. Ce qui n'était pas dans l'air du temps. Quand on entrait aux Beaux-Arts, nous n'étions que dans la classe d'admission. Il fallait passer un concours très difficile pour accéder à la deuxième classe. Puis quand on avait réussi un certain nombre de valeurs, à n'importe quel moment de l'année, on accédait à la première classe et au bout, on devenait diplômable. Les études étaient très longues pour obtenir le diplôme, car beaucoup d'élèves travaillaient dans des agences pour gagner leur vie et ne pouvaient pas passer les valeurs aussi rapidement qu'ils l'auraient souhaité. On a même vu un père et son fils étudiant dans le même atelier. Le père étant architecte dans la pratique, mais n'arrivait pas à obtenir ce satané diplôme. Quand on entrait dans un atelier, on était nouveau, avec O, accent circonflexe. Et il fallait être élu pour devenir ancien. Ça pouvait prendre plusieurs années. Dans le règlement de l'atelier, il était écrit qu'un nouveau ne parle qu'à son tour, et que son tour ne vient jamais. On devait le plus grand respect aux anciens. Quand on arrivait un matin dans l'atelier, il saluait les anciens en disant « Bonjour, nobles anciens ». À ce moment, un ancien désœuvré nous disait parfois « Je n'ai rien entendu, ressors ». On ressortait et recommençait. L'ancien « Je n'ai rien entendu, plus fort ». « Bonjour, nobles anciens !»« Je n'ai rien entendu, recommence avec ton pantalon sur le bras ». Et parfois, suivant son humeur, il rajoutait avec le slip sur la tête. Ça pouvait durer assez longtemps, mais on n'avait pas le choix, sauf de quitter l'atelier pour aller dans un autre où ça pouvait être pire. Je vous raconterai dans le prochain épisode quelle était ma vie passionnante aux Beaux-Arts.